Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Montagne rose, des hauts qui font débat de trop sèche ou cool, prose. L'assaut et le combat baissent les bras trop tôt, j'abandonne un jour. Et oui, c'est vous, Rose, les montagnes roses que l'on entend actuellement sur l'antenne d'Europe 1. Vous écoutez Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. C'est tous les matins sur Europe 1, donc jusqu'à midi. Et on parle ouvertement et sans complexe ce matin du cancer du sein. Une femme sur 8 risque d'être touchée. Et puis, il y a aussi des hommes. On en parle aujourd'hui avec Franck Marandé. Il est passé par là, lui aussi. Avec nous également aujourd'hui la chanteuse, donc Rose, auteur, compositeur, interprète, ainsi que le docteur Mahasti Sagachian, chef du service oncologie à l'hôpital américain de Neuilly. Alors Rose, on en parlait tout à l'heure, vous avez eu un cancer du sein l'an dernier. Après l'ablation d'un sein et 2 mois de radiothérapie, votre entourage ne cessait de vous répéter que c'était derrière vous. Et pourtant, vous dites que vous ne vous sentiez pas tiré d'affaire. Comment vous pouvez expliquer ça ? Je me sentais très mal. Donc, c'était pas le cancer. C'était une dépression. J'avais pas compris que ça commençait à arriver. Je pense que c'était dû aussi à la fatigue. On dit ablation d'un sein, mais en fait, ça veut dire 2 mois de douleur, de souffrance. Enfin, 2 mois. Je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai encore mal. Mon sein, je le sens plus. J'aurai plus jamais ce sein-là. Il ressemble plus à un sein. Bon, déjà, il y a tout ça à s'habituer. Mais aussi, en fait, j'ai commencé donc le traitement de l'hormonothérapie qui est aussi très peu connu, alors que c'est le plus courant, puisqu'il soigne 80% des cancers qui sont hormonodépendants. 80% des cancers, si je ne me trompe pas, sont des cancers hormonodépendants, même chez les hommes. Donc peut-être que, voilà. J'y suis aussi, oui. Voilà, vous y êtes. Hein. Sous hormonothérapie Voilà. aussi. Oui, pareil. Ouais, je vous ai vu avaler un Xanax tout à l'heure, on est d'accord. Non, mais franchement, c'est quelque chose de violent. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, Franck, mais il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent aujourd'hui par rapport au livre, puisqu'il parle de ça, surtout ce livre. Il parle de l'hormonothérapie, mais donc de la dépression en soi aussi. C'est une épreuve que j'ai dû subir, en fait, quand je pensais que c'était terminé. Et oui, vous le confirmez, docteur Mahasti Sagachian, cette hormonothérapie, on n'en parle pas souvent. C'est vrai qu'on dit, bon ben voilà, t'as fini les traitements lourds du cancer au moment où ils sont là, mais il y a beaucoup de femmes qui sont, ou d'hommes, donc on ne va pas vous oublier, Franck, parce que vous êtes le N'oubliez seul. pas, s'il vous plaît. Et c'est pas rien ce traitement. Hein. Non, c'est vrai, et on parle de l'après-cancer, mais en fait, l'après-cancer, ça dure, c'est bien longtemps après, et les traitements d'hormonothérapie, c'est 5 ans, 10 ans d'un médicament tous les jours, qui a plein d'effets secondaires, et que 30% des femmes arrêtent au risque de rechuter. Donc c'est un vrai sujet pour nous, pour les patients avant tout. Et malheureusement, voilà, on cherche des solutions. Il faut qu'on en parle avant tout. Pour réduire les effets secondaires, hein, c'est ça les solutions surtout. Hein, exactement, réduire les effets secondaires, faire comprendre aux femmes pourquoi c'est important. Parce qu'on vous dit, bah, ça y est, vous êtes opéré, vous êtes guéri, on n'en parle plus, tout le monde veut oublier. Et puis non, il y a 5 ans de traitement, parfois 10, et ça continue. Donc ce que vous dites, docteur, c'est qu'on n'en fait pas suffisamment en France pour l'après-cancer, en termes d'information, en termes d'accompagnement. C'est un vrai sujet. Hein. Nous, médecins, on pensait aussi que ça n'existait pas. On voit nos patientes 1 fois, 2 fois par an, maximum. Et voilà, tout va bien, vous êtes guéris. Maintenant, il y a tous les effets secondaires à long terme et on commence à les découvrir. Il y a tous ces traitements qu'on continue pendant longtemps. Il y a le risque de rechute. Et je crois qu'on va en parler. Il y a toutes ces anxiétés, dépressions, troubles sexuels, troubles de l'image de soi. Enfin, il y a toute une vie de l'après qu'il faut construire, reconstruire. Et voilà, on n'est pas armé pour ça. Rose, elle n'arrête pas de hocher la tête. Oui, non, mais c'est vraiment ce que vous dites. C'est-à-dire, j'ai écrit ça dans mon journal. Je ne me vois pas dire à des gens qui m'ont sauvé la vie que j'ai envie de mourir. Donc, on n'ose pas dire. Alors que lui, votre oncologue, il est heureux, vous êtes en vie, vous n'avez plus de cancer. Vous êtes en cours de rémission, mais moi, j'avais juste envie de mourir, vraiment. Alors que le cancer en soi ne m'a pas fait peur. Franck, quand vous avez appris ça, justement, que vous souffriez d'un cancer du sein, c'est vrai que dans la tête des gens, je suis sûre que ceux qui nous écoutent sont pareils, très étonnés. J'imagine que votre entourage, les réactions autour de vous, ça a dû être quelque chose. Hein. Ah oui, ma mère en pleure évidemment, c'est elle qui a appris la nouvelle en plus, donc c'était assez compliqué à gérer. Elle dit dans le livre, elle aurait préféré l'avoir elle, c'était plus normal qu'elle l'ait elle, c'est ce qu'elle dit. Hein, c'est ça, la pauvre, je l'ai engueulée quand elle m'a dit ça, parce que je lui ai dit, écoute, moi en fait j'ai besoin que tu m'aides, j'ai pas envie que tu pleures. C'est pas à moi de te consoler. Quoi. Voilà, c'est pas à moi de te consoler, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin que tu m'aides, et elle m'a beaucoup aidé sur plein de sujets. Mais donc oui, après pour l'entourage, ça a été...
Mais sérieux, un cancer du sein, tu te trompes pas, c'est pas la prostate plutôt? C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Après, moi j'aime bien l'originalité, donc ça m'a pas dérangé. Mais, Et puis mais vous avez oui. eu de l'humour, hein. J'ai l'impression que ça vous a fait quand même du bien dans votre combat au début de votre bouquin, qui est une sorte de journal. Ce qui est assez étonnant, c'est que on vous sent assez curieux, hein, de tout, de la première chimio. Vous n'avez pas l'air affolé. J'ai jamais vu autant d'humour Ouais. dans un livre qui parle du C'est cancer, vrai. honnêtement. Ouais, comme si vous le preniez avec légèreté. Pourquoi c'était un moyen de défense pour vous à ce moment-là? Probablement un moyen de défense. Après, je l'ai fait totalement naturellement et je me suis pas vraiment. Enfin, je me suis posé plein de questions évidemment, mais plus effectivement de la curiosité. J'avais envie de savoir ce que c'était qu'une chimiothérapie. Vous l'avez bien puisque- senti passer quand même. Hein. Ouais, évidemment, ça on peut pas y échapper. Mais non, après c'est une expérience comme une autre et plutôt essayer de voir ce que ça peut apporter plutôt que ce que ça enlève. Bah, dis donc. Docteur Sagatsian, les traitements du cancer du sein, d'ailleurs, chez les hommes comme Franck, est-ce qu'ils sont les mêmes que pour les femmes? On a vu qu'il était sous hormonothérapie. Et comment on pourrait dépister les hommes? Parce qu'il y en a combien d'ailleurs qui ont ce type de maladie? C'est extrêmement rare, hein. C'est moins de 1% des cancers du sein. C'est très souvent génétique dans des familles où il y a des cancers du sein, de prostate, de pancréas. Voilà, il y a un terrain génétique très fort. C'est rarissime. Pour nous, oncologues, les hommes sont des femmes comme les autres. Et donc, on les opère comme les autres. Alors, on leur fait systématiquement des mastectomies, une ablation du sein. Il faut savoir que pour un homme, c'est assez traumatisant, hein, perdre un sein. Alors, Franck, lui, a l'air de plutôt bien vivre les choses, mais bon, c'est aussi dur que pour une femme, après tout. Et puis, de la radiothérapie, de la chimio, de l'hormono, non, ils n'échappent à rien. Ils ont droit au menu complet. Rose, pendant vos traitements, vous avez fait le choix d'être suivie à l'Institut Raphaël, qui a reçu le Trophée de l'avenir européen dans la catégorie santé. C'est un établissement qui est différent des autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi? D'abord, j'étais suivie à la clinique. D'abord, j'étais suivie à Curie. Mhm. Il s'est passé que, au moment des retours des analyses du ganglion sentinelle qui est prélevé en même temps que l'opération du sein, on a su qu'il fallait peut-être faire une chimiothérapie alors que mon cancer n'était pas évolutif. On m'avait prévenu que je ne ferais pas de chimiothérapie, donc ça a été un gros choc pour moi. C'est le premier choc en fait que j'ai eu, puisque quelqu'un est venu se présenter à moi en disant bonjour, je suis votre chimiothérapeute, alors qu'on m'avait dit non. Donc là, de fil en aiguille, par des signes incroyables, je me retrouve à vouloir aller à l'Institut Raphaël juste pour faire justement des choses, des médecines intégratives. Parce que la spécialité de cet institut, c'est bien ça, c'est de pouvoir prendre globalement en charge le malade. Voilà, comme on dit aujourd'hui, une prise en charge holistique. Il y a et c'est gratuit. Donc c'est pour les femmes, c'est gratuit. Et puis d'ailleurs, c'est aussi pour Franck. C'est aussi pour les moi, hommes. je ne l'oublie pas, Franck. Il est en face de moi. En plus, il est très beau garçon. On n'oublie pas Franck. Et il y a quoi, un accompagnement Voilà, psy? il y a tout. Mais psy, disons que j'aurais dû peut-être m'y pencher un peu plus. Mais en tout cas, c'était beaucoup l'acupuncture, la sonothérapie. J'ai rencontré un sonothérapeute, j'ai fait de la sonothérapie, c'était incroyable. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait la clinique Hartmann qui dépendait aussi de... Et c'était la même personne qui avait créé l'Institut Raphaël, c'est l'oncologue, le docteur Toledano. Et voilà, qui m'a aidé à choisir de ne pas faire de chimiothérapie. C'est où? C'est à Paris, hein, tout ça. C'est à à Levallois, Neuilly. non? À Neuilly. Levallois, c'est ça. Neuilly-le-Vallois, c'est pareil, je crois. Un petit mot juste sur la sonothérapie. C'est vrai qu'on entend rarement cancer du sein et sonothérapie. En quelques mots, c'est quoi et qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est la puissance du son, des vibrations. Des gongs, c'est ça? Des gongs, peut-être. Il y a les gongs basses aussi, les bains de gongs. Mais là, c'était pas ça. C'est vraiment quelqu'un qui m'a aidé à vibrer. Enfin, disons qu'on met des diapasons sur des points d'acupuncture précis. Donc, c'est comme de l'acupuncture, mais avec des vibrations. Voilà. Docteur, oui, qu'est-ce que vous pensez C'est pas pour le cancer, pardon. Hein, C'est c'est ça, quand même bien pour sûr. la dépression. C'est ça. Attention, on soigne pas le cancer avec des non, diapasons. non. Voilà, justement, c'est là où je voulais en venir, docteur. Est-ce que tout ce dont on a parlé là, qui sont des médecines peut-être plus alternatives, disons, on parle aussi de psychothérapie, est-ce que tout ça c'est très important dans la prise en charge du patient? Est-ce que ça devrait être obligatoire? Honnêtement, c'est majeur. Hein. Les affreux traitements chimio, hormonaux, chirurgie, tout ça, c'est 50% du chemin. Et puis, il y a toutes les approches psychocorporelles. C'est très vaste. Il y a énormément de choses, d'ailleurs, dont le bénéfice est démontré, hein, que ce soit la musicothérapie, que ce soit, ne parlons plus de l'activité physique. Tout ça, ça a un C'est vrai démontré bénéfice. sur quoi? Sur le moral, sur le patient qui va mieux guérir, mais pas de son cancer forcément, mais Absolument, Ouais. c'est ça. C'est vraiment sur le bien-être physique et psychique qui est majeur. Hein. 40% des femmes qui ont des cancers du sein et des hommes font des dépressions. Donc, il faut vraiment une approche à la fois psychique et physique qui combine les deux, qui aide les patients
patientes à guérir mieux, à mieux supporter leur traitement, à aller bien, à retrouver encore une fois, à se reconstruire derrière un cancer. Alors, à chacun sa technique et ce qui lui convient. Certains, ça sera la musique, d'autres le sport, d'autres Vous l'art étiez les thérapie. bonbons au cannabis, je crois, Franck. Moi, le Ça vous a cannabis, fait pas du du bien tout. Les bonbons, les bonbons au Ouais, cannabis. oui, bien sûr, bien sûr. Ça vous a aidé. Ouais. Chacun trouve. Ça a changé ma vie même, je peux le dire. Pendant la chimiothérapie, C'est quand j'ai découvert CBD? ça, c'était CBD. CBD, oui. Ouais, Ouais. ça, c'est pas, enfin, c'est légal. On le Oui, ma précise. mère écoute, donc pas de THC. C'est légal. ici, oui, oui. Voilà. Merci à tous les trois. On revient avec vous dans quelques minutes avec les témoignages que l'on vous propose ce matin dans le cadre de l'opération Octobre Rose. Pour comprendre les enjeux d'un dépistage précoce du cancer du sein, quoi de mieux que de donner la parole à ceux qui l'ont vaincu ou le soignent au quotidien. On y revient dans un instant sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous sur Europe 1. On est avec vous jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 11h31 et on vous parle aujourd'hui de cancer du sein avec authenticité puisqu'on donne la parole à la chanteuse Rose qui a publié ce livre Les Montagnes Roses aux éditions Erol et à Franck Marandé. Lui aussi, il a vaincu un cancer du sein. Avec nous également ce matin le docteur Mahasti Sagatian, chef du service oncologie à l'hôpital américain. Alors, vous l'écrivez, Rose, en plus du cancer et de la déprime, vous êtes devenue superstitieuse pendant votre maladie. Il y a une histoire, notamment, vous suivez une ligne dans le livre qui m'a marqué. Comment vous le viviez au quotidien? Comment ça se manifestait? C'est quoi cette superstition qui est apparue Non, comme c'était ça? un peu de l'humour. D'ailleurs, j'étais un peu déçue que vous disiez que Franck était le livre le plus drôle que vous ayez lu sur le cancer. Non, le vôtre aussi. Moi, le je vôtre trouve que aussi. j'ai fait quand même quelques bonnes galijades. Je suis un peu déçue. On a deux humoristes on du a deux cancer humoristes dans du l'émission. Pardon. Oui, je pense avoir fait quelques notes d'humour parce que ça m'aidait à moi à prendre du recul. En fait, c'est l'autodérision, il y a quand même une sorte de recul. Et la ligne, c'est vrai qu'on nous dit de suivre la ligne bleue. Genre, vous avez rendez-vous là-bas, suivez la ligne bleue. On marche sur la ligne, on est très très content d'être sur cette ligne. Et puis en fait, superstitieuse parce que je me suis fait une routine aussi très importante pour moi. Et j'ai l'impression que si je ne fais pas ma respiration, mon yoga, mon truc, parce Quelque que chose va mal se passer. Ouais. oui, mais parce que j'ai besoin de travailler moi pour aller bien. Voilà. Vous êtes aussi maman, Rose. Comment ça s'est passé, cette épreuve pour le parent que vous êtes? Et votre enfant, il a quel âge maintenant? Il a 11 ans, Comment- et il avait 10 ans. Comment il a vécu tout ça, lui? Lui, il a l'habitude quand même d'une mère qui fait un peu les montagnes russes. C'est l'objet de ce livre. Donc, en effet, je suis cyclique, pas bipolaire, mais plein de choses sûrement. Et donc, il y a eu des phases dans ma vie. Donc, c'était une nouvelle phase down, mais en même temps, c'était pour moi insurmontable par rapport aux autres fois. Donc je pense qu'il a vécu quand même un peu plus difficilement et c'est pour ça que j'ai préféré qu'il soit beaucoup plus chez son papa. Et Vous l'avez écarté un petit peu? je l'ai écarté un petit peu parce que moi j'ai besoin qu'il voit des choses positives et je suis quelqu'un de très positif normalement, sauf pendant mes périodes de dépression. et en fait j'ai pris ça avec beaucoup d'humour, donc lui il a compris et j'ai dit si je vais être chauve on va rigoler, tu vas me faire des dessins sur le crâne. Par contre je suis très cash donc je lui dis tout et finalement j'ai même pas été chauve. Il m'a dit mais c'est quand que tu vas être chauve maman? Je t'ai pas prévenu en fait, il y aura pas de chimio en fait. Bon, mais vous, Franck, par contre, vous avez été chauve. Et justement, je crois que votre petite fille qui avait 5 ans à l'époque, c'est pas le moment qui a été le plus facile avec elle, hein, justement, ça. Non, Ouais. elle a été choquée. Même si vous avez dit avant, je serai ton médicament, papa, là, les cheveux, ça a été difficile. Hein. Oui, ça a été un choc parce que même si je l'avais prévenue, même si j'ai beaucoup communiqué avec elle pendant toute la maladie, c'est vrai que quand tu arrives et que tu n'as plus de cheveux... alors, j'ai décidé de raser moi-même juste au moment où j'ai commencé à vraiment perdre les cheveux avec la chimio. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais envie de disparaître. Quand elle m'a vu, elle était à moitié en train de pleurer, à moitié en train de rire, de dire mais t'es moche, mais c'est horrible, et puis elle rigolait en même temps, c'était atroce. Ça a duré 5 minutes, mais même c'était... pour un homme, alors les cheveux c'est dur. Bien sûr. Oui, ouais. Parce qu'on a toujours l'impression qu'un homme il peut être chauve, ça va. Non, c'était une préoccupation énorme. Alors peut-être que je suis un cas particulier, j'en sais rien, mais pour moi c'était vraiment une C'était important. Thomas, si préoccupation vous très bien. confirmez. Hein, Ah oui, 100% des hommes, leur cancer du sein ou autre cancer, qui perdent leurs cheveux le vivent très très mal. Hein. Oui, ça change un visage, ça vous rend malade. Mais après, je me suis fait de nouveaux potes, notamment des chauves. Donc finalement. Vous voyez. Surtout qu'ils me disaient, mais au moins toi tu vas les récupérer un jour, donc arrête de te plaindre. Et c'est vrai que vous avez plein de cheveux maintenant. Alors, Rose, un autre aspect du cancer dont on parle peu, vous dit qu'il a aussi flingué votre libido. Vous n'aviez plus aucune envie d'avoir des rapports sexuels. Est-ce que vous vous attendiez à cela?
Pourquoi parlez-vous au passé? Non, parce que ça l'hormonothérapie, ça perdure. Ouais. en fait, c'est une mise en ménopause, c'est une induction de la ménopause, en tout cas violente et brutale. Donc oui, tous les effets que les femmes ressentent à la ménopause, mais en plus fort, parce que je pense que j'aimerais comprendre pourquoi c'est plus fort qu'une ménopause. Parce que sinon, je ne comprends pas que les femmes ménopausées ne soient pas dans la rue avec des banderoles. Parce que personnellement, il a fallu trouver des choses. Il faut faire preuve un petit peu d'ingéniosité dans le couple pour retrouver en tout cas une libido. Docteur? Alors oui, ça a été récemment étudié sur des grosses cohortes de femmes suivies après des cancers du sein. C'est une cohorte qui s'appelle Canto. On voit qu'en fait, les troubles sexuels, c'est majeur. Ça existe déjà dès le début de la maladie. Ça existait avant. Et puis, évidemment, avec nos traitements, ça s'aggrave. Alors pourquoi c'est plus fort? Parce que, en fait, c'est une ménopause qui survient pas à l'âge où on doit avoir la ménopause, qui survient brutalement sur quelques mois. Et c'est une super ménopause, quoi, avec les bouffées de chaleur, les problèmes de libido, les problèmes sexuels, les problèmes d'image de soi. C'est pour ça que voilà, nous on a mis vraiment en place des structures d'accompagnement parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer autour de cette ménopause et pour ça il faut beaucoup de professionnels autour d'une patiente. Bon, Franck, apparemment, il n'a pas eu ce problème-là du côté libido, mais dans votre livre, par contre, vous parlez de votre changement physique durant les traitements et vous publiez même des photos dans le bouquin. Il y a votre corps de vieux, c'est vous qui mettez ça en légende sur la partie traitement. Et est-ce que là, vous avez retrouvé votre corps de jeune, votre corps d'avant? Comment Encore vous de diriez? jeune, pas tout à fait. J'y travaille, mais c'est pas évident. Mais oui, en fin de chimio, c'était une catastrophe. J'avais l'impression d'avoir 80 ans. La photo est assez marquante. Oui, c'est ça. effectivement, Il y a un avant, un après. Je prenais des photos tous les jours justement pour voir un peu l'évolution. Et la fin de chimio, c'était dramatique. Et puis après, tout revient et tant mieux. Et vous êtes en pleine forme là, franchement. Merci. Docteur, on l'a vu, le dépistage organisé du cancer du sein, c'est après 50 ans. Il est important, il augmente vraiment les chances de s'en sortir. On a compris aussi que ce dépistage devrait peut-être être plus ciblé à l'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, à la fin de cette émission, pour que très concrètement, on arrive à faire la bonne palpation pour ne pas passer à côté? Alors, ce que je peux dire, c'est que la palpation, c'est important. Une bonne palpation, c'est très compliqué. Même moi, après 20 ans, je ne sais pas si je sais bien palper un sein. On palpe souvent des choses bénignes, des kystes, des fibromes. Et c'est ça qu'on palpe le plus souvent. Le cancer, il est sournois. On ne le palpe pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire des mammographies. On n'y échappera pas. C'est pour ça qu'il faut ajuster aussi la date à laquelle on commence la mammographie en fonction de son âge, de ses antécédents, de sa génétique individuelle. Mais voilà, la palpation, c'est important. C'est l'histoire de Franck. Si jamais on se palpe quelque chose sous la douche, sur le canapé, devant la télé, le conjoint vous palpe quelque chose, oui, il faut aller voir un médecin, mais c'est pas ça qui va dépister le cancer. Rose et Franck, de façon assez surprenante pour nous, vous dites tous les deux dans vos livres respectifs que vous remerciez cette épreuve, vous remerciez quasiment votre cancer. Rose, d'abord, c'est assez étonnant. Pourquoi vous remerciez ce cancer-là? On ne comprend pas. Je l'ai remercié dès le début, en plus. Ouais, c'est vrai. Sauf que c'est vrai que j'avais pas prévu l'hormonothérapie. On m'en avait pas parlé. J'étais prête à tous les combats. Je suis prête à tous les combats. Je suis prête à toutes les épreuves qui me feront évoluer sur cette terre. Donc, je pense que je ne suis pas la même du tout et j'ai gagné en paix, tout simplement. J'ai accepté tellement que je me suis enfin acceptée. Et vous, Franck, qu'est-ce que ça a changé? Un petit peu pareil que ce que tu disais, Rose. Tu deviens toi-même, mais sans toutes les barrières que tu pouvais t'imposer avant. Donc tu redeviens, c'est la même personne, mais qui est complètement différente. C'est les yeux, en fait, qui changent. On est les mêmes, mais on voit plus les choses de la même façon. Exactement, puis ça permet de faire le tri dans ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce qui n'était pas forcément le cas avant, l'essentiel. Ça arrive pour toi aussi pendant la crise de la quarantaine, ce qui est plutôt parfait. Donc voilà, c'est fait. Ça s'est fait. Une pierre de coups. Allez, merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages et merci également pour vos précisions et conseils, docteur. Je rappelle votre livre Rose, Les Montagnes Roses, aux éditions Erol. On peut également trouver celui de Franck sur Amazon. Son titre, c'est Fin du monde et poissons rouges. Et puis Franck, d'ailleurs, il y a une expo pour laquelle vous avez joué les modèles. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, c'est ça. Donc j'ai posé très modestement pour un photographe qui a sorti un bouquin qui s'appelle Histoire de sein. Il y a 2 expositions, une à la pharmacie Eiffel Commerce pendant tout le mois d'octobre et une autre à l'école des Gobelins tout le mois d'octobre aussi. Et c'est à Paris. Merci Merci beaucoup à vous 3 d'avoir été avec nous.